Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à un des objectifs importants ayant été avancés devant la 76e session du Conseil de sécurité des Nations Unies par le chef de l'État concernant le développement humain, l'être humain, à tous les niveaux, à partir de toutes les perspectives et toutes les facettes, que ce soit le développement durable, que ce soit la santé, l'éducation, l'enseignement, tout ce qui est sociétal et par conséquent un niveau de vie convenable, approprié, y compris des initiatives telles l'initiative Vie décente. Évidemment, il y a des dossiers internationaux des affaires étrangères qui débouchent vers le bien-être des citoyens égyptiens. Quand le chef de l'État a expliqué les raisons pour lesquelles l'Égypte se soucie et a beaucoup de préoccupations et d'appréhension au sujet de la construction du GERD ou du barrage de la Renaissance, étant donné que l'Égypte est un pays africain qui, d'un côté, reconnaît le droit de ses confrères africains en eau, mais c'est un pays qui est au-dessous du seuil de la pauvreté en matière d'eau, qui souffre de pénurie d'eau, et par conséquent, nous ne pouvons pas admettre qu'il y ait vraiment une déficience quelconque, tout en reconnaissant le droit de l'Éthiopie et des pays du voisinage à profiter de ce barrage. Mais il est question de sauver les droits de 150 millions de citoyens égyptiens et soudanais. Aussi, le chef de l'État a exprimé son souhait d'accueillir et que l'Égypte puisse abriter en 2022 le sommet mondial du climat en tant que pays africain, étant donné que c'est un des soucis et une des préoccupations de l'Égypte, les changements climatiques, le réchauffement de la Terre et autres questions environnementales. Il faut dire aussi que parmi les aspects qui ont été avancés aujourd'hui et en marge de sa participation aux travaux de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a prononcé l'allocution hier de l'Égypte devant la table ronde de la réunion de haut niveau tenue pour commémorer le 20e anniversaire de l'adoption de la déclaration de Durban concernant la lutte contre la discrimination raciale. Aujourd'hui, pour nous donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir au studio Dr Ahmed Salah Rif'i, qui est ingénieur de systèmes sociaux. Dr Ahmed Salah Rif'i, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous. Avant d'aborder et d'entamer notre émission, tout d'abord, le souci de l'administration égyptienne à l'heure actuelle, c'est le développement humain, c'est l'épanouissement social. Quand on parle de développement de l'être humain, quelle perspective doit être mise en place et propulsée au devant de la scène? Si on parle sur les systèmes sociaux, c'est un système où le produit de ce système-là, c'est l'homme. Ça commence quand il est un bébé jusqu'à qu'il arrive un homme pour travailler. Et chaque homme qui sort de ce système social, il va avoir des droits et aussi des responsabilités. Et au niveau dans le système, dans l'école et dans l'université, dans tous les systèmes pour développer cet homme, il doit avoir les skills ou les compétences pour mettre ses responsabilités quand il sort au travail. Mais après ça, parce qu'il va travailler aussi, il doit avoir des droits. C'est pour ça que ça commence les droits et les responsabilités des hommes. Et ce n'est pas seulement des droits, mais aussi des responsabilités. Et c'est les responsabilités et les droits individuels, mais aussi elles doivent être respectées les droits publics et les responsabilités publiques. Ça veut dire que si j'ai la liberté de faire n'importe quoi, mais je ne veux pas faire mal aux autres. Ça, c'est le système, il doit marcher comme ça. De toutes les façons, nous allons forger davantage pour en savoir plus, mais passons en revue un compte rendu sur l'allocution de l'Égypte avancée par le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry devant la 76e session du Conseil de sécurité de l'ONU. En dépit des pas positifs entrepris en vue de lutter contre la discrimination raciale, la xénophobie et toute autre forme de racisme, ces phénomènes continuent à apparaître sous plusieurs formes, comme la discrimination ou la haine basée sur la religion, l'ethnie ou la couleur.
C'est ce qu'a déclaré hier le chef de la diplomatie Sameh Chokri en prononçant l'allocution de l'Égypte devant la table ronde de la réunion de haut niveau tenue pour commémorer le 20e anniversaire de l'adoption de la déclaration de Durban concernant la lutte contre la discrimination raciale. Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que le phénomène du racisme était allé en crescendo ces dernières années, ciblant surtout des personnes d'origine africaine, arabe ou musulmane, des migrants et des demandeurs d'asile dans leur pays hôte. Il a dénoncé la poursuite des politiques erronées et des discours politiques qui forment des stéréotypes pour des personnes appartenant à certaines ethnies ou des adeptes de certaines religions et le fait de les lier à certains actes criminels sous prétexte de la liberté d'expression. Le chef de la diplomatie a ajouté que cette politique contredisait les principes de la démocratie, de l'égalité et du respect de l'autre et était contraire aux lois internationales concernant la discrimination raciale. Le ministre des Affaires étrangères a souligné l'importance de prendre des pas décisifs envers la criminalisation du racisme sous toutes ses formes et à entreprendre des mesures décisives en vue de garantir le jugement des auteurs de ces actes. Il a appelé aussi à intensifier la sensibilisation des sociétés contre les dangers de ce phénomène et de renforcer le rôle des institutions nationales chargées de lutter contre le racisme. Chokri a mis l'accent sur le besoin de bâtir sur les principes humains conjoints sans se focaliser toujours sur les points de différence et d'imposer ses propres visions et concepts qui ne s'accordent pas avec les cultures religieuses des autres sociétés. Il a conclu son discours en disant que la diversité est une source de richesse pour les sociétés et la communauté internationale en général. La diversité ethnique est une source de richesse pour la communauté internationale et les différentes sociétés. C'est une hypothèse auquel on aurait souhaité parvenir il y a très longtemps. Docteur Ahmed Salah Rif'i, vous êtes ingénieur de systèmes sociaux. Est-ce qu'à l'heure actuelle, au seuil du 3e millénaire, est-il acceptable de parler encore de racisme ? Il y a du racisme local et aussi du racisme international. Si on parle de racisme international, c'est lié entre les pays par la nationalité. Par exemple, les gens, ils font le racisme par la nationalité internationale. Et aussi, il y a le local, c'est le couleur de gens, les religions, le niveau social. Il y a beaucoup de racisme. Racisme culturel, on le dit comme ça. Mais c'est entre but d'avoir une equality, une égalité entre tous les sorties du système, hommes et femmes. C'est pas seulement hommes, c'est pas seulement femmes, c'est tous les sorties des systèmes sociaux, n'importe quel produit. Il doit avoir des droits pour bien faire ses responsabilités. Et le racisme, ça arrête eux d'avoir la chance pour bien travailler, pour bien avoir des opportunités pour bien vivre. C'est pour ça qu'on essaye d'éliminer tout le racisme international et aussi le racisme local. La plupart des gens, on sait qu'il y a le racisme de couleur, il y avait dans les États-Unis, il y avait tout l'Afrique, le noir et blanc et tout ça. Et après, on a le racisme religieux entre les différentes religions. Et maintenant, il y a un peu de racisme culturel entre les éduqués et les pas éduqués, entre les riches et les pauvres, entre les pays, les nationalités des pays. Tout ça, on essaye dans le système global, le nouveau global, d'avoir équilibré où il y a tous les gens doivent être égaux. Il y a aussi, on parle aussi d'inégalité en matière de vaccins, puisque nous sommes en plein pandémie.
il y a quand même une inégalité en matière de pays ayant recours à des doses suffisantes de vaccins et d'autres non. Et ce sont les pays du tiers-monde qui souffrent le plus. Ça, on peut dire, c'est un peu un racisme un peu où on doit donner les vaccins aux pays riches parce qu'ils vont payer beaucoup d'argent, mais les pays pauvres ne peuvent pas payer d'argent. Et ça ne donne pas l'égalité autour des gens. C'est pour ça que les États-Unis, non pas les États-Unis, les United Nations, elles essayent de faire égalité entre. Il y a beaucoup de donner en plus des vaccins pour les pays du troisième monde et même de bien les aider pour bien faire ça. Mais au moment là, il n'y a pas vraiment 100% d'égalité parce qu'on trouve qu'il y a des pays qui prennent tous les vaccins du monde et il y a des autres qui n'y a aucun. Ça, je pense qu'on doit discuter, on parle sur l'égalité humaine. C'est tous les pays, tous les gens, n'importe quel pays doit avoir le droit d'avoir le vaccin. Et pour nous donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le Dr Essam Abdel-Fattah, qui est professeur d'analyse de discours politique. Il va être avec nous dans quelques instants. Docteur Ahmed Rif'i, encore une fois, quand on parle de développement social, il y a probablement des axes de développement et il y a aussi des régions, car le développement s'effectue en fonction des différentes régions. Nous allons reprendre ou nous allons suivre ensemble votre réponse, mais nous avons notre invité en ligne, Dr Essam Abdel-Fattah. Bonsoir. Oui, bonsoir. Docteur Essam Abdel-Fattah, le chef de la diplomatie égyptienne, a avancé devant la 76e session du Conseil de sécurité des Nations Unies un discours, le discours de l'Égypte, où il a passé en revue la position égyptienne face à différentes causes. Quels sont les principaux axes de ce discours ? Les lignes principales de ce discours portent sur en fait 3 dossiers. D'abord, le dossier libyen. Vous savez très bien qu'il s'agissait de la réunion du groupe, dite le groupe du processus de Berlin, autour de la situation en Libye. Et dans ce discours, il a mis l'accent sur l'importance de soutenir tous les efforts actuels pour renforcer la stabilité en Libye et de répondre aux aspirations du peuple libyen. C'est que les aspirations principales, c'est-à-dire avoir que les institutions nationales d'abord soient mises en place, ça c'est une première chose, et que en même temps, c'est que l'État doit jouir d'une stabilité après le conflit entre les belligérants, aussi il y avait à un moment donné, on a vu ça en Libye, qu'il y a 2 principales instances qui sont en désaccord permanent, ce qui a porté atteinte à la stabilité libyenne. Actuellement, on voit que tous les efforts internationaux concourent pour soutenir la stabilité de l'État libyen et aussi pour répondre aux aspirations du peuple libyen. Il a mis l'accent aussi sur les relations bilatérales entre la Libye et aussi l'Égypte, c'est-à-dire sont des relations particulières et qui ont des caractères en fait communs et permanents depuis très longtemps. Il a rendu hommage à ces relations. Puis après, le deuxième dossier, c'est le dossier du barrage de Nahda. On sait très bien que l'Éthiopie actuellement a mis beaucoup d'obstacles devant le processus visant à résoudre définitivement le problème ou la crise du barrage de Nahda. Alors ici, c'est-à-dire on a vu Sameh Shoukry, il a en fait insisté pour que tout le monde exerce une certaine pression sur l'Éthiopie pour s'engager dans le processus contractuel, c'est-à-dire conclure un contrat, une convention avec l'Éthiopie, selon laquelle l'Éthiopie doit signer le contrat et aussi assumer ses obligations vis-à-vis de cette crise qui pourrait certainement aboutir à d'autres conflits et même des guerres, si la situation actuelle reste stagnante. Donc il a, puis après le 3e dossier, c'est-à-dire l'action arabe commune, c'est une action qui est très importante et qui met une condition
c'est la non-ingérence dans les affaires des pays arabes, étant donné que l'action des pays arabes, les pays arabes peuvent actuellement résoudre les problèmes ou les conflits qui se déclenchent entre eux. Docteur Essam Abdel Fattah, êtes-vous toujours en ligne? Il y a là une... Pardon? Oui, vous êtes toujours en ligne. Oui. Oui. Docteur Essam Abdel Fattah, vous avez bien abordé la question du barrage de la Renaissance qui est parvenu quand même à un point inquiétant. Et dans ce sens, le chef de l'État a expliqué les raisons pour lesquelles l'Égypte se soucie de cette question, ainsi que le Soudan, puisqu'il s'agit de la vie de 150 millions de citoyens, compte tenu du fait que nous sommes au-dessous du seuil de la pauvreté en eau. Oui. Alors donc, à l'heure actuelle, la question est internationalisée et il s'agit de la présence d'observateurs onusiens, oui. Justement, et des pays amis. On parle de pays amis. Alors, à quoi doit-on s'attendre? En effet, c'est-à-dire que le dossier du barrage de Nahda est un dossier très compliqué, étant donné que les arguments qu'avançait le président Abdel Fattah al-Sisi, ce n'est pas la première fois qu'il les avance. C'est-à-dire que la diplomatie égyptienne a avancé ces arguments qui sont très puissants, très solides. Et pourtant, je pense que la lacune réside en fait dans, je dirais peut-être la mission des Nations Unies, parce que et même la réponse, la réaction du Conseil de sécurité, on s'attendait à ce que cette réaction soit quand même pertinente et soit décisive pour trancher le dossier du barrage de Nahda. Or, on n'a pas vu vraiment des signes, enfin, je ne peux pas dire des signes positifs. Il y a des signes positifs pourquoi? Parce que le Conseil de sécurité, on le sait très bien, aurait pu quand même jouer un rôle plus crucial, plus important et aussi plus pertinent. C'est-à-dire que, étant donné que les arguments de l'Égypte sont très bien compris, sont des arguments réels, et qu'on sait très bien que l'Égypte a un droit historique, et même d'après le droit international, l'Égypte vraiment a raison. Et pourtant, la réaction n'était pas à la hauteur de ce bien fondé des arguments d'Égypte. Et ça, c'est le problème. C'est pas la première fois qu'on lance ces arguments, et que tout le monde sait très bien que la légitimité de cette position égyptienne, et pourtant, on s'attendait, enfin, on avait beaucoup d'espoir, en fait, en la solution définitive de ce problème du côté du Conseil de sécurité. Or, le Conseil de sécurité a répété la même chanson, c'est-à-dire que les deux États doivent s'engager dans un processus de négociation. Mais le problème, c'est que l'Éthiopie ne veut pas conclure un contrat contraignant. Donc, et le Conseil de sécurité n'a pas répondu à cette position. Simplement, il encourage les négociations, mais on a vu que les négociations sont stériles, puisqu'elles n'ont jamais abouti à une solution quand même définitive. Alors, vous savez qu'on bavarde dans les négociations. Alors, l'Éthiopie est très obstinée. Et je sais pas, c'est-à-dire que les arguments du président Abdel Fattah al-Sisi sont des arguments que tout le monde, en fait, connaît, des arguments légitimes, des arguments bien fondés, pertinents. Et pourtant, la réponse, en fait, du Conseil de sécurité n'était pas vraiment à la hauteur. Oui, docteur Essam Abdel Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous retrouvons notre invité, docteur Ahmed Salah Rif'i, et nous reprenons notre question concernant la dissipation de la société. Comment peut-on diviser la société et par conséquent parvenir aux besoins de chaque tranche et de chaque région quand on veut parler vraiment de carte, si on peut le dire, et de composition de développement social? D'accord. On peut parler en commençant le système social. Si on parle sur le développement du système social, après qu'on développe ce système, il y a le système économique. Au-dessus du système économique, il y a le système politique. Et ça, c'est la structure globale d'un État. Mais en dessous, on retourne sur le système social. Il y a dans la sociologie, il y a le Maslow's Law. Ça veut dire qu'il y a les besoins nécessaires des êtres humains, d'avoir de l'eau,
si on parle sur le barrage, d'avoir à manger, d'avoir tous les besoins physiologiques. Et après ça, il a le besoin d'avoir un logement. Et après ça, il doit avoir une sécurité pour protéger ce logement et ses ressources. Et après, on doit avoir d'être fier d'être dans ce pays. Et même il est fier d'être dans cette tribe ou dans cette communauté. Et même au-dessus, il doit avoir un self-actualization, ça veut dire qu'il veut bien être, il veut d'avoir un esprit de créativité, d'avoir quelque chose à dire, il doit être productif, tout ça. Ça, c'est les besoins nécessaires des êtres humains. Et pour savoir ça, on ne peut pas, par exemple, donner un droit pour parler si tu n'as pas le droit d'avoir l'éducation ou formation. C'est pour ça qu'on doit avoir les besoins nécessaires d'avoir le Maslow pyramide, ça veut dire qu'on commence de protéger notre ressource à manger et à boire, et aussi les ressources du pays, et après de donner des logements, et après de donner des services de formation à l'école et même à l'université, et aussi des services médicaux. Et tout ce système-là, ça, on peut voir que les États ont lancé la vision de 2030 pour bien construire cette pyramide, pour bien avoir le Maslow, le basic needs des êtres humains, et de donner des droits. Et comme on dit, on doit tout ça pour donner des droits aux êtres humains, ou les hommes, ou les peuples, pour avoir produit en plus, pour d'être plus efficace. Sur le plan, on peut trouver qu'il y a, bien sûr, maintenant, il y a des niveaux de tenir à l'agriculture, on a augmenté notre production agriculture et même on exploite maintenant, et essayer de protéger de l'eau, en Éthiopie, parce que nous sommes maintenant en état de pauvreté de l'eau. Et les chefs d'État et aussi de faire beaucoup de projets pour donner le logement au peuple, parce que par la Constitution, chaque Égyptien il a le droit d'avoir un logement. Ça veut dire qu'il peut acheter un logement et installer ce logement vers de 30 ans. Tout ça, c'est des choses pour un être humain il doit avoir. Et après ça, la sécurité, on peut regarder 10 ans. Oui, notre sécurité, on n'a pas de sécurité, des révolutions. Et maintenant, on retourne à avoir une sécurité, on peut sortir, il y a de sécurité maintenant. Et même après, on cherche maintenant, même notre président, il a dit, maintenant, on doit parler en plus, de donner en plus de droits. Et c'est pour ça qu'il y a des conférences des droits des hommes, et même pas seulement des hommes et des femmes. Et cette conférence, ça, c'est le début de donner en plus de droits. Et aussi, quand on donne des droits, on prend des responsabilités pour ces gens-là. Parce qu'on ne peut pas donner de liberté totale aux gens, et même il peut tuer des gens dans les rues. C'est pour ça qu'on doit contrôler ça aussi. Il y a en nouveau, il y a quatre droits de l'homme, quatre niveaux de droits des hommes. Si on parle les niveaux sociaux, et égalité entre les hommes, c'est pour ça qu'on essaye d'enlever le racisme religieux, ou même le racisme de couleur, ou même le racisme, on en parlait au début de l'épisode. Et il y a aussi les droits culturels des hommes, d'avoir de liberté, de créativité, tout ça. Et aussi les droits économiques et le droit politique. Si on parle sur le système qu'on a commencé, il y a les droits sociaux, et après les droits économiques et les droits politiques. On ne peut pas donner les droits politiques avant qu'on construise les gens, ils doivent avoir des droits économiques. Et on ne peut pas avoir des droits économiques sinon ils n'ont pas de droits sociaux. C'est pour ça notre chef d'État prend une stratégie pour, dans 5 ans ou même 10 ans, pour bien construire tous les droits, à commençant de Maslow, comme j'ai expliqué, et jusqu'à donner tous les droits, jusqu'à le droit de droit politique et le droit de dire non ou toutes les choses là.
Un des aspects importants des droits de l'homme, c'est le côté économique. Et récemment, l'État opte pour une fusion entre l'économie informelle et l'économie formelle. Dans quelle mesure ceci est réalisable? Et quelle est la tranche qui va en profiter le plus? Bien sûr, on peut bien avoir. Il y a bien sûr que les nombres officiels dans notre GDP, c'est les nombres officiels. Mais il y a ce nombre-là, on multiplie par 2 ou 3. Il est informel, le business informel. Et toujours, les gens, ils veulent entrer dans le système formel, d'avoir des licences à travailler, d'avoir des licences à vendre des produits, choses comme ça. Mais il y avait des obstacles gouvernementaux, même, d'avoir ces licences-là. Et c'était pas bien. Et j'avais la chance dans le ministère de l'Investissement d'avoir le guichet unique, d'essayer de faciliter pour les investisseurs. Et les lois ont été amendées justement pour faciliter aux investisseurs. Pour bien avoir toutes les licences pour bien commencer. Mais c'est maintenant le problème, notre chef d'État, on a entré dans la deuxième phase économique de réforme. La première phase, c'était de 2017. Et maintenant, nous sommes dans la deuxième phase. Et d'essayer d'aider des gens d'avoir d'argent pour ouvrir des usines et des business, et même pour les aider, de mettre dans incubators, pour les aider pour avoir un grand business. Et ça, c'est la deuxième réforme économique. Et pour donner les chances pour tous les gens pour faire des business. Ce n'est pas seulement les riches, ce n'est pas seulement les éduqués, mais tous les gens, même on parle sur notre peuple dans le Haut d'Égypte, ça représente 55%. Et même, il y a le projet Vie décente pour eux, pour donner beaucoup d'infrastructures pour eux, pour avoir les basic needs, et même après pour les aider pour faire des business, pour faire des projets agriculture, pour faire des projets industriels. Tout ça, c'est ça entre son réforme et les avantages économiques. Pour tous les gens, il doit être d'avoir l'égalité, d'avoir des ressources pour travailler. De toutes les manières, nous allons passer là tout de suite, nous allons passer en revue le compte rendu sur le contenu, si vous voulez, ou les éléments importants concernant le discours qu'a prononcé le ministre des Affaires étrangères et des entretiens qu'il a eus avec les ministres des Affaires étrangères d'autres pays ayant participé à la 76e session concernant les relations bilatérales et concernant les accords qui pouvaient conclure avec ces pays en guise de coopération. Dans le cadre des relations stratégiques entre l'Égypte et les États-Unis, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken autour des relations bilatérales ainsi que des dossiers d'intérêt commun dans la région. Le chef de la diplomatie s'est de même entretenu avec son homologue finlandais au siège de la mission égyptienne. Shoukry s'est entretenu avec la reine de la Hollande, Maxima, l'une des avocats spéciales des Nations Unies pour la finance inclusive pour le développement. Le chef de la diplomatie a discuté avec son homologue vietnamien, Bieu Thanh Son, des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. La rencontre a porté sur la coordination des efforts entre les deux pays dans les forums multilatéraux. Le chef de la diplomatie a eu des discussions avec le ministre irlandais des Affaires étrangères et de la Défense, Simon Coveney, pour examiner les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Irlande et les moyens de leur renforcement. Les deux ministres ont abordé nombre de questions internationales et régionales au vu de la présidence actuelle par l'Irlande du Conseil de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères a eu d'importants entretiens avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian, pour discuter des moyens de booster les relations bilatérales qui lient les deux pays amis. Les entretiens ont également porté sur les dossiers régionaux et internationaux de priorité et d'intérêt commun entre l'Égypte et la France.
Les entretiens de M. Chokri visent à passer en revue les réalisations au niveau national dans divers aspects du travail politique, économique et social et la manière de les exploiter afin de promouvoir des intérêts communs avec les pays amis et les partenaires internationaux. Le développement social, l'épanouissement social, notamment des personnes qui se sentaient marginalisées relativement durant les décennies précédentes, que ce soit la population de la Haute-Égypte, des petits villages ou que ce soit les Bédouins du Sinaï qui, à l'heure actuelle, témoignent de projets de développement importants se tenant au Sinaï de manière à être mieux intégrés dans la société. Docteur Ahmed Salah Rif'i, que ce soit les habitants du Sinaï ou de la Haute-Égypte, ce sont des citoyens égyptiens et ils font partie de cette pyramide, de ce système social. Comment les intégrer dans la société? Bien sûr, le rôle d'Égypte et du Sinaï, il y avait dans les systèmes en avant, ils n'ont pas donné beaucoup des avantages à eux. Mais maintenant, on essaye de l'intégrer dans notre système. Ils n'en vont pas d'avoir des infrastructures basiques comme les écoles, comme l'université, même l'eau, l'électricité, toutes les choses qui sont importantes. Et on peut parler maintenant, on ne fait pas seulement un projet au Sinaï ou même un projet au Roi d'Égypte. On fait tout le monde en Égypte, tous les gens dans l'Égypte maintenant, ils peuvent témoigner des projets. On parle maintenant, au moment-là, on a 31 000 projets avec un budget de 6 trillions de livres égyptiens au terrain maintenant. Le Sinaï, elle va avoir beaucoup de projets parce qu'elle était avant négligée. Il y a beaucoup de tunnels et aussi des projets agriculture, des projets industriels. Et même il y a un nouveau capital. On a entendu qu'elle va être là-bas en Arish, le capital, je pense que le capital commercial. Il y a beaucoup de potentiel au Sinaï parce que il y a, et même on peut dire qu'il y a le plus, pour mon avis, le mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est le plus sacré place dans le monde où il y a l'histoire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de potentiel à Sinaï, touristique et même industriel. Il y a beaucoup des ressources, des matériaux. Et même, il y a beaucoup on peut dire des trésors naturels et même les gens là-bas doivent être intégrés dans notre système, dans la société avec les systèmes éducatifs et les systèmes culturels aussi, c'est bien sûr, parce qu'ils sont des tripes et on doit respecter ces cultures et même il doit être un mélange entre les deux cultures et c'est important d'avoir l'identité égyptienne. Je suis un Égyptien du Sinaï, mais c'est très important les priorités des identités et ça on peut les donner aux gens dans tout le parlement Sinaï, on parle du Sinaï et même à côté de Libye et même en le sud, de donner beaucoup de comme j'ai dit au commencement, le pyramide de Maslow, c'est donner des bases, de les aider à trouver de l'eau, trouver à manger, trouver un logement, avoir des services médicaux. Tout ça, c'est pour être fier d'être dans notre communauté égyptienne. C'est en partie les principes de l'initiative baptisée Vie décente ou Haya Karima. Bien sûr, c'est tout. On peut parler maintenant. Le Vie décente, c'est le plus grand projet de 31 000 projets. On peut parler sur un budget qui a commencé de l'année dernière avec 515 milliards de livres égyptiens, mais elle a augmenté maintenant jusqu'à 700 livres égyptiens. Elle va affecter 55% de notre peuple. Dans quelle région? Nous savons qu'à l'heure actuelle, c'est appliqué en Haute-Égypte. Est-ce que ça sera répandu dans d'autres régions aussi? Elle est dans toutes les régions, même dans toutes. On peut parler sur les places qui ne sont pas
ce n'est pas seulement les villages, mais même s'il y a on peut trouver que même en capitale, il y a les blocs qui n'étaient pas organisés. Notre gouvernement a donné aux ces gens-là des nouveaux appartements. Les habitants des bidonvilles. Et tout ça, on peut parler sur toute l'Égypte, ce n'est pas seulement les villages. Si on parle sur les villages, on parle sur 4500 villages. Et avec un peuple de 55 millions égyptiens. Et ce n'est pas seulement de donner les infrastructures nécessaires comme de l'eau, comme le sanité, comme le service médical, comme les écoles, mais même aussi, j'ai entendu qu'on va commencer à donner à eux des Internet à high speed, et très vite Internet fiber connection pour toutes les gens, pour être toujours connectés. On ne veut pas en retourner encore une fois pour être des villes isolées. Non, on doit être connecté. Et notre système. Docteur Ahmed Rif'i, en Égypte, il y avait quand même une certaine centralisation. Tout devait se passer dans la capitale et peut-être un peu dans la deuxième capitale qui était Alexandrie. Mais est-ce qu'on pourrait parvenir au fait qu'il y ait des bureaux de représentation dans les différents gouvernorats pour défaire cette centralisation? Bien sûr. Avant ça, on doit être tout connecté. Et après, avec le guichet unique, on va trouver dans chaque village, même, il y a un guichet unique qui représente tous les ministères, tous les services. Il n'a pas besoin de voyager vers les capitales pour avoir des services. Dans son village, il y a le bureau gouvernemental où il donne tous les services de tout le gouvernement. Pour avoir ça, il doit être, ce centre-là doit être bien connecté avec le centre ou les capitales. Mais même aussi, on parle sur le capital de Caire, elle va être le capital politique, mais on doit maintenant on parle sur 4 capitales: le capital économique, le capital commercial et même aussi le capital touristique et le capital administratif. Il y a beaucoup de capital. Tout ça doit être connecté vers un système qui est très intelligent. On peut parler sur le 5G, par le quatrième génération de ville. Et elle doit être connectée pour avoir tous les gens, même si je suis 100 km dehors le Caire, je dois être connecté vers des services de mobile, vers des services Internet, pour être toujours connecté et même d'avoir tous les services. On peut parler sur l'infrastructure entre les villes. Il y a maintenant les routes. Il y a beaucoup de routes qui sont entre les villes, monter les autoroutes. Hein. On a doublé le nombre, l'espace de routes pour connecter les villes et même connecter les villes avec de services. Ça va échanger les services et même les marchandises très vite. Et maintenant, on parle sur des services de train à grande vitesse et de connecter les ports d'Égypte, tous les ports d'Égypte connectés. Tout ça, ça va être donné de connexion toutes les villes et tous les gens vers un plan qui est bien organisé. Très bien. En guise d'accords bilatéraux et d'efforts bilatéraux, le chef de la diplomatie Sameh Choukri a participé mercredi à une réunion du groupe du processus de Berlin sur la Libye qui s'est tenue en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York avec la participation d'un certain nombre des pays du voisinage. À tout de suite. Lors de la réunion du groupe du processus de Berlin sur la Libye, tenue en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a réitéré l'importance de soutenir les efforts de stabilité en Libye. Choukri a souligné la nécessité de répondre à la volonté du peuple libyen dans ses aspirations légitimes vers une Libye prospère et souveraine. Pour sa part, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, a jugé nécessaire mercredi de tenir les élections libyennes à leur date prévue le 24 décembre prochain. Depuis notre réunion à Berlin en juin dernier, de nombreux développements ont été survenus, dont certains sont dans l'intérêt de la mise en œuvre des points sur lesquels nous nous sommes mis d'accord et d'autres sont encore loin de cela, a dit M. Aboulghait.
Il a qualifié de préoccupant les derniers développements du retrait de la confiance au gouvernement d'union nationale par la Chambre des représentants en Libye. Bien qu'il soit considéré comme une action politique normale dans des circonstances normales, mais dans le cadre de la situation en Libye, nous devons considérer cet acte comme un développement qui peut changer le processus politique soutenu par la communauté internationale à travers le processus de Berlin ainsi que le Conseil de sécurité, a-t-il ajouté. Il a fait état de deux questions importantes selon le point de vue de la Ligue arabe, dont la première concerne les élections du 24 décembre prochain, échéance importante que nous voulons voir réalisée, a-t-il dit. La deuxième question, a ajouté M. Aboulreit, est liée à la présence militaire étrangère en Libye et à la nécessité de trouver des formules adéquates pour mettre fin à cette affaire le plus tôt possible, soulignant que les mercenaires, les combattants et les forces étrangères devraient tous quitter la Libye. Une vie meilleure, une vie décente pour tous les Égyptiens est un objectif qui est au cœur des priorités de l'Égypte. Aujourd'hui, nous avions Dr Ahmed Salah Rif'i, qui est ingénieur de systèmes sociaux. Merci pour vos éclaircissements. Merci à vous. Il est temps de vous remercier pour votre attention, de vous souhaiter une excellente fin de soirée et à la prochaine.